Bonjour à tous. Alors, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. On est à 195 participants. Salut tout le monde. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Ils sont polis, hein, ils disent tous bonjour. C'est sympa. Alors, on a 200, est-ce qu'on commence? Ouais. Ok, on va commencer. Bonjour à tous. Ravi que vous nous rejoigniez pour ce webinaire. Merci beaucoup, Louis, d'avoir accepté notre invitation. On te connaît pour la collaboration qu'on a sur Market, mais c'est vrai que quand il a fallu penser à qui était une super marque qui avait bien tout fait, le bon élève, c'est Merci Andy qui s'est imposé. Donc, merci d'être avec nous. Je te laisse te présenter et peut-être présenter Merci Andy pour si jamais quelqu'un n'a pas entendu parler de cette belle marque. Yes, il y en a plein. Merci Olivia pour l'intro. Je suis super content d'être là. Donc moi j'ai cofondé Merci Andy il y a 6 ans maintenant, donc on n'est plus si jeune que ça. J'ai fêté mes 30 ans il y a 2 semaines, donc tu vois c'est vraiment grosse claque. Quand tu vois tous ces jeunes entrepreneurs de 21, 22 ans, c'est trop cool. Je suis super content d'être là. Voilà, je vais présenter Merci Andy et pas mal de choses qu'on a mis en place justement sur la marque. Le prenez pas du tout comme des leçons. Moi, j'ai aucune leçon à donner. Je vais plutôt essayer de partager mon expérience et de vous expliquer ce qu'on a fait et ce qu'on a bien fait parce qu'on n'est pas parfait et loin de là, mais on essaye d'être sur le chemin de la perfection en tout cas. Et voilà, on va aborder plein de thèmes avec Olivia. On a construit une sorte de méthodologie et surtout, on va donner beaucoup d'exemples et n'hésitez pas à poser quelques questions. Olivia, je ne sais plus s'il y a un délai pour les questions-réponses ou si je peux en prendre en cours de vol. Alors, on a effectivement une partie questions-réponses à la fin de la présentation, mais je pense que s'il y a des questions spécifiques sur Merci Andy, n'hésite pas à répondre. Trop cool. Et donc, pour ceux qui connaissent pas Merci Andy, j'ai créé Merci Andy il y a 6 ans, vraiment sorti d'études. C'était mon premier job. J'ai fait un stage dans l'industrie de la beauté dans une marque que je citerai pas parce que j'imagine il peut y avoir des personnes qui bossent là-bas. Et on a mis 5 mois à ouvrir un compte Instagram et parce qu'il fallait avoir une ligne éditoriale qui soit hyper stricte, affinée. Il fallait qu'on ait 250 posts d'avance. Et pas du tout. Et je me suis senti pas du tout à l'aise avec l'industrie et j'ai eu envie de changer ça en commençant avec des produits d'hygiène qu'on a complètement transformés et c'est ce que je vais vous expliquer avec aujourd'hui une mission et une raison d'être qui est beaucoup plus globale que uniquement des produits et j'ai hâte de vous en parler. Super, merci Louis pour cette belle introduction. Pour me présenter rapidement, donc moi j'ai rejoint le cabinet Digital Native Group. Je m'occupe de tous les sujets innovation et branding. Digital Native Group, c'est quoi? C'est un cabinet de conseil stratégique qui est expert du modèle DNVB D2C. Donc on accompagne nos clients dans leur croissance en se basant, en explorant tous les leviers nécessaires avec un focus très héroïste, c'est-à-dire que nous, on accompagne sur une croissance rentable en explorant pas mal de points différents, avec une volonté toujours très marquée d'avoir des stratégies qui soient directement applicables. Donc, on ne s'arrête pas à des jolis slides PPT. En général, on accompagne nos clients dans leur roadmap et aussi dans la montée en compétences par rapport au modèle DNVB. Donc, on a travaillé avec pas mal de DNVB, plus d'une cinquantaine à date, à tous les stades de leur développement. Et aujourd'hui, on travaille aussi avec des grands groupes tels que Unibail ou Danone. Pour parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui et qui nous réunit, on a travaillé donc le cabinet sur un framework d'analyse des marques et pour comprendre qu'est-ce qui faisait le succès des DNVB. Et on est arrivé à cette méthodologie-là, qu'on a résumé aujourd'hui en 5 piliers qui nous paraissent les plus importants parmi les nombreux qu'on évalue et qu'on va décliner avec vous et avec lui. Donc, le webinaire sera composé toujours d'une partie un petit peu théorique, quelques petits exemples de DNVB et Louis nous fera
la mise en contexte très concrète et ce parallèle entre la théorie et en fait, quand on est entrepreneur, ce qui se passe vraiment dans la vraie vie et comment ça s'est passé pour Merci Andy. Donc, le premier point qui est hyper important, c'est la raison d'être d'une marque. C'est ce qu'on appelle le why, qui est un concept qui a été développé par Simon Sinek et que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. L'idée principale, c'est que les consommateurs n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Et le fait de pouvoir passer cette étape et de monter en hauteur et d'avoir un why, un pourquoi en fait je fais les choses, c'est pourquoi j'existe. C'est ce qui va donner une ligne directrice finalement, et c'est ça qu'on dit l'étoile du Nord, de la stratégie de développement d'une entreprise et donc à fortiori d'une marque. Ça se traduit très concrètement par des valeurs qu'on va voir un peu après. Donc l'avantage d'avoir un why, au-delà d'avoir cette hauteur, c'est de pouvoir du coup construire une relation qui est plus émotionnelle avec ses consommateurs, mais aussi de pouvoir se différencier de ses concurrents. Apple fait des ordinateurs, mais ne va pas être perçu du tout de la même manière que, par exemple, Samsung, parce qu'ils ont un why qui est vraiment très différent. Donc, ça va permettre de se positionner aussi et de créer un surplus de valeur, ce qui est très intéressant quand on veut avoir une marque forte. Au niveau des valeurs, en fait, les valeurs d'une entreprise, c'est vraiment d'assurer la cohérence entre justement la vision et les actions qu'une entreprise va mener. Ça donne un cadre de lecture très clair est-ce qu'on doit lancer ce produit, quel recrutement je vais faire, est-ce que ma communication me représente bien. C'est vraiment ce lien entre les deux. Si on part sur des exemples très concrets, on a sorti 3D MVD, donc 1083, son why qui est très fort, c'est de relocaliser la filière jean en France. Donc ça, c'est son why, c'est pourquoi, c'est sa raison d'être, pourquoi il existe. Et du coup, comment ça se traduit en valeur, ça va être sur de la transparence et aussi une grande traçabilité. Pour Funky Veggie, son why, c'est de se faire plaisir tout en respectant son corps et sa planète, de pouvoir réunir les deux. Et donc là, on va être sur des valeurs plus de naturalité, par exemple. Et Caval, qui fait donc des chaussures asymétriques, qui a pour vision et vocation de célébrer la différence, va avoir des valeurs concrètes de solidarité. Donc, pour faire le lien, Louis, toi, je sais que le why, pour toi, c'est, pour en avoir un peu parlé avec toi, je vais te laisser te présenter celui de Merci Andy. Je sais que tu vas pouvoir nous apporter ton éclairage d'entrepreneur et de concrètement comment ça s'est passé pour Merci Andy. Exact. On a eu un petit sujet et c'était très à l'amiable avec Olivier sur quand on a préparé ça. Mais je veux dire, quand on monte une boîte, on n'est pas obligé d'avoir ce golden circle. Et c'est hyper dur de commencer par là. C'est pour moi, c'est pas un endgame, mais on va dire que c'est un middle game. Il faut que ça arrive à un moment où on a déjà un market fit avec son produit et des premiers clients. Pourquoi? Parce que, à mon sens, de faire un why, un how et un what, quand on monte son projet, on va se mettre dans un bureau et on va écrire ça en choisissant des mots beaux. On va certainement s'inspirer, voire copier des autres, et c'est hyper difficile. Alors que quand on a un petit peu de recul sur son expérience, son business, ses sensibilités, qu'est-ce qu'on a envie d'aider, qu'est-ce qu'on a envie de faire, je trouve que ça fait vraiment sens. Nous, on l'a fait trop tard, honnêtement, mais et surtout, on l'a fait trop tard dans le sens à l'écrire. Et encore, vous le voyez toujours pas sur notre site. Si vous y allez, il est écrit. On a un culture book qui est un document qui est hyper important. Mais encore une fois, je pense au bout de 2 ans d'une aventure entrepreneuriale. Mais il y a une autre slide après qu'il faut vraiment faire très tôt, qu'on va vous montrer, mais rapidement sur du coup notre raison d'être et le why. Nous, ce qu'on fait depuis le départ, c'est d'essayer de rendre l'ordinaire extraordinaire. C'est vraiment ce qui nous anime et ça passe par plein de choses. Pas uniquement par les produits, évidemment, parce que ça, c'est le what, mais c'est aussi par quand vous venez au bureau, quand on fait un rendez-vous avec des professionnels, quand un livreur vient, comment on traite nos prestataires, nos entretiens. On veut vraiment qu'un moment qui est normalement ordinaire devienne extraordinaire. On n'y arrive pas tout le temps. Il y a plein de personnes qui ont vécu des mauvaises expériences avec notre marque. Comme je vous le disais, on n'est pas parfait, mais notre objectif, en tout cas, et la raison pourquoi on existe, c'est celle-ci. Comment on le fait? C'est sortir les gens de leur quotidien en prenant soin, de leur esprit. Et ça, c'est très important de respecter la personne à qui on parle, leur corps,
parce qu'on est quand même des produits à se mettre sur leur corps. Donc, c'est tout l'aspect scientifique, composition. Et maintenant, la planète, encore une fois, on n'était pas parfait, on part de très, très loin. On fait beaucoup de choses. Il y a 5 ans, on faisait pas de plastique recyclable, recyclé. Après, on a fait du recyclable. Maintenant, on fait du 100% recyclé. Et demain, on lance plein de produits sans plastique avec du refill, avec plein de choses. Que vous allez voir et de la beauté un peu à infuser. Et donc, du coup, le Watt, qui est là le produit, vous l'avez compris, c'est donc des produits cosmétiques pratiques du quotidien avec des ingrédients clean, des textures magiques et des extraits d'arc-en-ciel. Et même dans notre Watt, on a voulu justement ne pas être trop descriptif et laisser toujours une place à l'imaginaire, chose que des marques ne font pas. Et nous, ça fait partie de notre ADN. Voilà. Si Olivia, tu peux mettre la slide. Tu veux rebondir? Ouais, vas-y. Juste pour rebondir, effectivement, c'est ce qu'on s'était dit. Louis, toi, tu as une vision hyper entrepreneur et très concrète. C'est vrai que je partage ton point. Trouver le why au début, c'est des jolis mots. Et c'est vrai que, mais finalement, je trouve que quand on t'entend parler, on se rend compte que en fait, c'est toi qui as incarné le why avant que ce soit bien écrit quelque part. Exactement. Cette mission de marque, tu l'as portée avec cette vision que tu as toujours eue. Et en fait, on peut commencer un business avec un bon what et pas de why, et pas l'inverse. Ça veut dire qu'on peut avoir une super raison d'être et pourquoi on existe, mais si le produit est pas bon, bah en fait, génial, tu aurais fait une super slide pour des investisseurs, pour des banquiers, mais personne ne voudra de ton produit. Et la base aujourd'hui, quand même, de monter un business, c'est d'avoir un bon produit. Et le sujet qui permet que le what se transforme en why, pour nous, c'est ce qu'on appelle la rétention, c'est à quel point les gens vont le réacheter. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est le taux de réachat, pas uniquement de nouveaux clients évidemment, mais de nos clients existants. Et ça, c'est pas que le what, il faut évidemment un bon produit qu'on a envie de réutiliser, mais c'est surtout après, est-ce que j'adhère à cette marque et à ses valeurs, qui est justement la slide d'après. Yes, très belle transition. Et alors, je vois pas, je sais pas si vous voyez très bien, mais je vous conseille sinon de zoomer parce que c'est peut-être écrit en un peu petit, mais je vous les lis très rapidement. Alors déjà, elles sont en anglais. C'est un choix important. On a maintenant une filiale aux US. On a 5 personnes aux US. On a une personne on a plusieurs personnes qui ne parlent pas du tout français, donc ce Culture Book, il est en anglais. Alors, ceux qui ne voient pas, vous pouvez zoomer en bas à droite de l'app. Je pense que vous verrez un petit peu mieux. La première, c'est d'être vrai, real, et de show your true color, montre tes vraies couleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est la beauté de l'arc-en-ciel. On veut des gens qui soient vrais. Ça veut dire quand on fait une erreur, on les assume. Quand on a un problème, on le dit. Et en fait, on aime cette inclusivité de personnes et d'identités, mais aussi d'idées. Ça veut dire qu'on prend des idées de partout. On n'a pas des gens qui décident et qui tranchent dans la boîte. On est tous ensemble et les décisions, on les prend ensemble. La deuxième valeur, j'y vais vite parce qu'il y en a 7. Il y en a 7 comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, évidemment, pour ceux qui ne l'avaient pas vu. La deuxième, c'est d'être humain. Moi, j'adore les imperfections. Je l'ai déjà dit au moins 4 fois depuis le début de cette présentation, mais les marques qui ont l'air trop parfaites, il y a toujours, comme disait un prof à moi à l'époque, baleine sous nénuphar, ça veut dire que ça cache un truc. Voilà, nous, on aime les imperfections, on les assume complètement. Quand on n'a plus de box pour envoyer au e-commerce et vivre toute l'expérience Merci Andy et qu'on met un carton mauvais, on l'explique pourquoi et les gens sont très très compréhensifs quand on est transparent. Le Forever Young, c'est hyper important. Ça ne veut pas dire qu'on recrute que des gens de moins de 30 ans, pas du tout. C'est justement de rester hyper affamé et avoir une grosse envie de conquête et jamais se satisfaire du statu quo. C'est en ça le Forever Young qui compte. Le unexpected, c'est la surprise. C'est le mot que je dois dire le plus au bureau. C'est comment on arrive à créer la surprise dans toute la customer journey, donc sur tous les touch points, quand vous soulevez une étiquette, quand vous utilisez un de nos produits, quand vous recevez un email, quand vous fermez une pop-up, il doit se passer quelque chose qui est surprenant justement pour transformer l'ordinaire en extraordinaire.
Le côté social, on en parlera après, mais c'est évidemment, on est, avant d'être une marque et des produits, nous, on est une communauté. Et cette communauté, ça doit aller dans les deux sens. Donc il faut la nourrir, pas qu'avec des promos et du contenu, mais justement avec du contenu, pardon, de qualité et quel contenu on veut donner à sa communauté. Et c'est hyper important. Donc, le côté social vis-à-vis de nos clients, mais aussi en interne. On est une communauté, on est 35 personnes maintenant, on fête tous les anniversaires, voilà, on essaye vraiment de nourrir au maximum cette communauté. Caring, c'est hyper important, c'est de prendre les choses personnellement. Moi, j'aime quand les gens prennent les choses personnellement, ça veut dire qu'ils care. Ça veut dire qu'ils prennent soin et on est une marque de soins, donc in fine, il faut care de son travail, il faut care de ce qu'on fait et surtout de ce qu'on met dans nos produits. Et le dernier point qui est en rouge, celui-ci, c'est un peu le plus hardcore, c'est être déterminé. Moi, je recherche l'extraordinaire, c'est ce que j'essaye de faire. Et du coup, je suis assez exigeant sur le nombre d'erreurs. J'ai aucun problème avec l'erreur, ça c'est le côté humain, mais j'aime pas trop qu'on la répète plusieurs fois la même erreur. Et c'est là où je trouve que quand on a été mauvais, c'est qu'on a répété plusieurs fois la même erreur. Et pour moi, la détermination, c'est justement d'être toujours en quête de s'améliorer. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, je vous ai mis le set de valeurs et c'est pas important le why au départ quand on crée une boîte, mais par contre, et c'est pas bullshit du tout d'avoir des valeurs, je vous assure, mais c'est hyper important si vous rejoignez une boîte, une startup, demandez-leur leurs valeurs et regardez si vous fitez avec eux, parce que moi, toutes les décisions où j'ai besoin de trancher ou je ne sais pas, je me réfère toujours à ça. Et il faut qu'elle soit écrite, il faut qu'elle soit affichée, il faut que le stagiaire qui reste 4 semaines parce que c'est un stage de troisième ou un potentiel head of operation qui intègre, adhère à ces valeurs-là. Et juste, nous, dans nos entretiens de fin d'année, on a même une note vis-à-vis de ces valeurs où chaque personne se dit à quel point elle se sent à l'aise ou elle a été à l'aise au cours de la dernière année avec ces valeurs-là. Voilà. Et les slides très fous, c'est ça l'imperfection, certainement. Il faut être très concentré du coup, Manuel, mais vraiment essayer de zoomer en bas à droite. Quand vous zoomez en bas à droite, vous voyez un petit peu mieux. Et juste moi, pour pas sur le flou, mais pour rebondir sur ce que tu dis sur les valeurs, et pour tout le monde, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très très important en fait dans ce que tu as fait. C'est que non seulement c'est des valeurs, mais comme tu dis, c'est pas juste des beaux mots sur une slide qui sont pas concrètes, c'est l'outil avec lequel tu vas prendre tes décisions et c'est un peu ce qu'on disait avant, c'est vraiment driver de tout projet de l'entreprise et ça c'est très très concret. En revanche, ça veut dire que le travail à faire derrière, c'est pas juste de poser des mots, c'est de se poser la question de concrètement qu'est-ce que ça veut dire dans mon entreprise, qu'est-ce que ça veut dire dans mon projet et qu'est-ce que je fais. Exactement. Yes. Alors, deuxième point, les bénéfices. Alors, les bénéfices, c'est quoi? Les bénéfices d'une marque, c'est la raison pour laquelle on va choisir votre marque, comment vous allez créer de la préférence. Il y a deux formes de bénéfices qu'on distingue, qui sont les bénéfices fonctionnels et les bénéfices émotionnels. Le premier, c'est ce qui va influencer les critères de préférence, qui va influencer le choix des consommateurs sur des critères très rationnels et concrets. Typiquement, combien est-ce que c'est du cuir véritable pour un sac, ou est-ce que si moi mes valeurs restent importantes pour moi, est-ce que c'est un cuir vegan? Enfin, là c'est du rationnel, c'est concret. L'émotionnel, c'est ce qui va plutôt connecter le consommateur sur un plan émotionnel du coup. Qu'est-ce que ça me fait sentir quand je consomme ce produit? Par exemple, si je suis un consommateur de baskets vegan, en fait, j'ai l'impression de quand même faire attention à la planète, ça dit quelque chose de moi. Et ça, les marques ont de toute façon des bénéfices des deux catégories. Ça ne s'oppose pas, ça se complète. La seule différence, c'est où la marque va placer le curseur. Donc, en fonction des marques, c'est plus ou moins, on va être plus ou moins sur le fonctionnel, plus ou moins sur l'émotionnel. L'émotionnel étant, les marques très émotionnelles étant souvent les marques de luxe et fonctionnelles l'inverse. Donc, quand vous créez votre marque, c'est hyper important de lister qu'est-ce que vous voulez apporter comme valeur.
ce soit rationnel ou émotionnel. Mais après, ça devient prioriser. Nous, ce qu'on voit beaucoup quand on accompagne des clients très early stage, c'est il y a des listes alors soit il n'y a rien, soit il y a des listes à l'après-vert de tout ce que fait bien le produit. Et en fait, non, il faut, ou le produit, ou tout ce que peut apporter la marque. Il faut choisir. Et ça, c'est hyper important. Si on regarde d'un point de vue DNVB, donc là, on a mis 3 exemples de marques différentes. Kitsoe, donc qui permet de faire des meubles. On va être sur des bénéfices de flexibilité et d'un point de vue émotionnel, je suis quelqu'un d'ingénieux, je peux créer, je suis créatif. Ça va me faire ressentir ça. June, qui accompagnent la petite enfance, on va être plus sur des critères d'un point de vue rationnel de sécurité. C'est bon pour mon bébé, je suis rassurée là-dessus, donc ça il y a des certifications pour le faire. Et d'un point de vue émotionnel, c'est je prends vraiment ce qu'il y a de mieux pour mon enfant. Je suis un parent hyper attentif. Pollen, ça va être un cuir de qualité, donc ça c'est rationnel. Mais en revanche, ça me permet, d'un point de vue émotionnel, de me dire je fais partie des gens qui consomment cette typologie de produits OK. Et du coup, pour Merci Andy, Louis, je te laisse reprendre la suite. Yes, je vous laisse lire parce qu'il y a très peu de mots sur cette slide. Mais je ne sais pas tout. Non, mais ce qui est hyper important, c'est que le fonctionnel, avant, c'était des bons bénéfices fonctionnels, c'était un nice to have, alors qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un must have. Ça veut dire que on peut plus, dans cet écosystème, dans ce monde, lancer un produit qui n'est pas bon. Il y a un gros truc dans le milieu des startups qui s'appelle le MVP, le minimum valuable product, et c'est de plus en plus compliqué d'en faire, surtout quand tu fais de la beauté ou de la food, parce qu'il y a un tel niveau de concurrence que en fait, les bénéfices fonctionnels doivent être évidents. Et aujourd'hui, il y a des critères environnementaux, il y a des critères de qualité qui sont vraiment hyper hauts. Donc, et c'est de plus en plus difficile aussi d'être différenciant des autres sur uniquement des critères fonctionnels. C'est mon avis. Par contre, et donc nous, voilà pourquoi notre communauté aime nos produits, c'est nos parfums. On a travaillé des odeurs qui ont une sorte d'addiction là où les marchés avant n'en avaient pas. Je prends l'exemple du gel ou du dentifrice, par exemple. Les textures, on a vraiment un point donné à avoir une texture qui soit différenciante en se disant, en fait, il faudrait que je sois capable de reconnaître le produit, même s'il n'y a pas de pack. Et c'est en ça ce qu'on essaye de faire. Et évidemment, la formulation clean, on ne fait pas du 100% naturel parce que, un, j'y crois pas, et deux, on veut des produits qui soient stables et qui durent dans le temps. Du coup, on rajoute des ingrédients synthétiques sur lesquels on communique, on explique pourquoi on utilise ces ingrédients synthétiques. C'est à minimum 95% de naturalité nos produits, et ce qu'on met de synthétique, c'est sûr, c'est certifié. Et surtout, on communique et on explique que ça augmente la sécurité du produit, sa conservation, évidemment. Donc ça, c'est le point. Par contre, ce qui est hyper intéressant dans une marque, c'est vraiment là où il faut aussi se pencher, c'est sur l'émotionnel. Qu'est-ce que vous allez procurer comme émotion quand on utilise le produit? Nous, Merci Andy, on veut être une marque qui soit bourrée d'optimisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, on a utilisé l'arc-en-ciel pas parce qu'on a des produits colorés. Ça, c'est un peu l'iceberg en dehors de l'eau. Mais en dessous, nous, ce qu'on fait, c'est que même quand il pleut énormément, et aujourd'hui, pour ceux qui sont à Paris, c'est une énorme journée, c'est une très belle illustration de tout ça, parce qu'un coup, il pleut et un coup, il y a du ciel bleu. Et c'est ce qu'on essaye. Et en fait, le passage entre les deux, c'est souvent l'arc-en-ciel. Et toute la rhétorique de Merci Andy, c'est ça, c'est qu'il faut toujours être hyper résilient, croire en soi et surtout voilà, garder cet optimisme, ce fun, parce que la vie, elle est suffisamment dure souvent en ce moment pour acheter des produits qui se prennent trop au sérieux, à mon sens. Et après, c'est la raison d'être de transformer le quotidien. Et en fait, voilà, c'est à chaque fois qu'on fait quelque chose, on essaye de créer ces émotions à travers nos produits, mais aussi toutes les expériences de marque que vous pouvez avoir avec Merci. Et du coup, évidemment, tout ça est hyper connecté aux valeurs que tu avais présentées précédemment. Alors, ensuite, donc là, on va parler d'identité que tu as en fait un petit peu abordé quand tu dis, nous, tous nos produits, on voudrait qu'on puisse reconnaître la texture sans même finalement utiliser de packaging ou la marque.
L'identité d'une marque, c'est ce qui va lui permettre d'être identifié. Et ça, il faut qu'il y ait un lien très fort et que, évidemment, ça se repose sur ce que vous voulez faire de votre marque, sur le purpose. Donc, du coup, il y a plusieurs points à définir parce qu'une identité, c'est pas juste un logo et 3 couleurs. Enfin, concrètement, je pense que merci Andy là-dessus, vous excellez parfaitement et je pense que ça pourra bien illustrer, mais une identité, c'est un logo, certes une palette de couleurs, c'est aussi un ensemble typographique, c'est aussi toute une iconographie. Enfin, moi, je trouve que quand on va sur votre page Instagram, même s'il n'y avait pas, par exemple, de produit Merci Andy, on sait que c'est une publication Merci Andy, on est dans l'univers, dans l'iconographie qui a été développée par la marque et qui est propre. Et c'est aussi l'identité, tout ce que vous allez, la manière dont vous allez vous exprimer. Tout ce qui est message aussi, on arrive à reconnaître quand Red Bull parle, on n'aurait pas besoin de savoir que c'est Red Bull pour reconnaître le ton et la passe, par exemple. Et donc, votre identité, elle doit être déployée sur tous les touchpoints, mais ça, on l'explorera davantage sur la partie d'après. En exemple concret, il y a Coca-Cola, qui a été un peu le premier historique à faire le branding tel qu'on conçoit aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez ce rouge-là, c'est un rouge significatif Coca-Cola. Vous voyez la forme de la bouteille. Là, typiquement, sur le visuel qu'on vous a mis dans la présentation, il n'y a pas, il n'y a pas de logo en entier, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. C'est juste ça, mais vous savez que c'est Coca-Cola parce que c'est au rouge, il y a la bouteille et il y a la typographie qui est utilisée. Coca-Cola, on pourrait marquer autre chose avec cette même typographie. Vous l'associerez à Coca-Cola. Et ça, c'est le symbole d'une marque qui a très bien réussi son identité, qui est très forte. Suprême, c'est idem. Ils ont créé une marque qui est tellement forte qu'aujourd'hui, ils peuvent la stretcher sur un nombre de produits incalculable. McDonald's aussi est un bon exemple, qui a fait pas mal de pubs soit floues. Alors là, j'ai mis un exemple, mais ils en ont fait plusieurs. Ou alors des burgers en très gros plan, ou des frites en très gros plan, sans logo, sans rien. Mais il n'y a pas besoin, en fait. Vous savez que c'est McDonald's parce que justement, leur identité a été très travaillée. Et ça, c'est un point que les DMDD travaillent pas mal. Et on avait mis aussi l'exemple pour Jimmy Chat. Oui, je te laisse présenter. Yes, merci Olivia. C'est hyper intéressant. Et encore une fois, j'ai un discours que je nuance par rapport à Olivia sur le côté entrepreneur. C'est hyper difficile d'avoir une identité au départ de sa boîte qui soit ultra cohérente et qui matche avec tout. Et nous, on est le meilleur exemple. Il y a 2 ans, justement, j'ai fait 3-4 slides où j'ai pris des marques qui me plaisent et qui ont des identités fortes. Et c'est marrant parce que Organ a cité Glossier et j'avais pris comme exemple Glossier à l'époque en justement prenant des photos de tout leur univers, leur box, leurs produits, l'enveloppe, les bureaux, tout. Et en fait, tout était cohérent. J'avais pris 3-4 marques comme ça et j'avais mis nous à côté. Et à ce moment-là, on s'est posé, on s'est dit, il faut qu'on rebosse notre plateforme identitaire. Pour moi, une plateforme identitaire qui est cohérente, c'est déjà c'est un document qui est vivant. Ça veut dire que notre marque, je ne veux pas faire une marque héritage. Ça veut dire que mon but aujourd'hui, c'est pas que Merci Andy reste 300 ans. Donc, je veux pas. Je veux vraiment que Merci Andy soit vivant, qu'elle grandisse, qu'elle vive. D'ailleurs, je dis elle, je sais pas, mais la marque, on va dire, mais qu'elle grandisse, qu'elle vive, qu'elle prenne les nouvelles tendances, qu'elle s'épure quand il faut s'épurer, qu'elle raconte d'autres choses quand elle se raconte d'autres choses. Donc notre team, on met très régulièrement à jour notre charte graphique. Et par contre, ce qui est hyper important, et ça, c'est un conseil pour des gens qui ont des teams. Pour moi, une charte graphique, elle doit pas être frustrante. Ça veut dire qu'elle doit vraiment créer un contour et elle doit mettre des barrières en fait dans lesquelles on peut aller de l'autre côté ou pas. Il faut que les personnes, les agences qui travaillent avec vous, savent rester à l'intérieur de ces barrières en respectant les codes de la marque, ses couleurs, toute sa typologie, sa typographie, mais qu'elle puisse aussi apporter ses idées, sa personnalité, parce que c'est la personne qui est derrière qui contribue à tout ça, sans jamais franchir cette barrière. Et c'est hyper dur. Nous, on a fait cette erreur-là justement au départ d'avoir une charte graphique comme peut l'avoir un grand groupe, et en fait, on s'ennuyait. C'était, tiens, on peut pas écrire ça plus que ça, il faut faire comme ça. Et pour une boîte et une DNVB qui doit être agile, tester en permanence différents modèles et compagnie, on ne peut pas travailler comme ça. Donc, hyper important d'avoir une freedom, une liberté exactement à l'intérieur, mais dans un cadre qui est
ultra bien définie. Ça, c'est mon avis. Et là, c'est quelques exemples. Nous, aujourd'hui, il y a 3 ans, on était très, par exemple, color block. Ça veut dire il y avait du rouge, du bleu, du vert. On mélangeait jamais les couleurs. Et depuis 1 an et demi, on fait tout l'inverse. Justement, on mélange complètement les couleurs. On est beaucoup plus pastel qu'avant. Quand avant, on était très en color block. Et ça, voilà, et ça marche mieux en fait. Aujourd'hui, les dégradés sont un peu plus à la mode qu'avant. Et est-ce que tu mesures l'identité de ta marque, elle est impactante? Je sais pas, Arthur. Moi, ce que je regarde, c'est ma croissance et mes feedbacks consommateurs. Et aujourd'hui, j'ai une bonne croissance et j'ai des bons feedbacks à 98%. J'ai des très bons feedbacks consommateurs. Donc oui, j'estime qu'elle est impactante. J'ai un exemple que je veux vous donner. Comment une identité, elle peut aussi s'adapter. Vous pouvez aller sur notre site, comme ça on a du trafic en plus et vous serez retargeté. Mais non, je plaisante. Mais on a lancé un produit qui s'appelle Self Love, donc pour la Saint-Valentin là. C'est justement cette année la Saint-Valentin, on demande à notre communauté de la passer avec soi-même et avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Et du coup, on a fait une étiquette miroir où on se voit à l'intérieur avec une nouvelle texture qui est hyper jelly. Bon, et bah le miroir, c'était pas du tout c'était pas dans notre ADN de marque. On mettait de l'holographique, alors c'est proche, mais voilà, on a fait du miroir, on a fait un unboxing miroir, on va faire des leaflets miroirs pour les commandes de la Saint-Valentin. Donc, on a rajouté un élément ponctuel. C'est certainement une édition limitée pendant quelques semaines, mais on a rajouté un élément. Et derrière, on a décliné cette identité, on a fait plein de shoots autour de ce produit-là, on a des campagnes qui arrivent justement avec toujours cette réflexion et ce miroir. Donc, c'est un exemple de comment on vient toujours nourrir sa plateforme de marque et son identité graphique. Ouais, effectivement, je pense qu'il faut qu'elle soit vivante. Et je vois aussi qu'on a pas mal de questions. On les voit, on va essayer de tenir le planning, mais on répondra à la fin au maximum de questions possibles. Ne vous inquiétez pas. Sur les éléments de storytelling, finalement, c'est ce que Louis fait à son insu depuis le début, puisqu'il parle de Merci Andy, et en fait, le storytelling, c'est ça, c'est la capacité d'une marque à se raconter. Et en fait, pour être sûr de pouvoir bien se raconter, il faut avoir les éléments qu'on avait cités précédemment. Donc, savoir qui on est, ce qu'on veut, où on va, quelles sont nos valeurs, quelle personnalité on a et ce qu'on veut incarner. Et ça, c'est ce qui va permettre de fidéliser, engager et fédérer des communautés autour de vous. Donc finalement, un bon storytelling, c'est quoi? Il faut qu'il soit inspirant. Si c'est une histoire, mais comme toutes les histoires en fait, même comme un conte, si c'est pas inspirant, si ça n'évoque rien, ça fait pas appel à mon imaginaire, c'est plat et ça va pas engager grand monde. Il faut qu'il soit engageant, fédérateur, qu'on ait envie d'interagir avec cette histoire, différenciant pour pouvoir être unique et se positionner sur son secteur, et petite mention particulière pour les DMDB, qui en général adoptent un ton un peu frondeur dans leur storytelling. C'est souvent, ils ont bousculé le statu quo, et je crois que Merci Andy d'ailleurs s'inscrit bien là-dedans. En termes d'exemples, donc on a Yogi qui est en fait une marque une DNVB pour de nutrition pour les enfants, qui eux ont dit en fait c'est pas du tout pratique, les enfants, on ne sait pas quand on peut voir, et puis j'ai envie de diversifier, mais c'est pas facile. Donc du coup ils sont allés sur la praticité, ils ont changé ça en proposant des petits palets congelés que vous pouvez mixer ensemble. Géniaux, c'était ils ont un peu renversé leur storytelling, en fait, c'était la joaillerie classique, déjà c'était un peu chiant, il fallait dépoussiérer tout ça, et puis en plus, c'était cher. Alors là, avec l'approche des MDD, en intégrant la chaîne de valeur, on peut proposer des bijoux de la même qualité, mais dans un contexte beaucoup plus inspirant et sympathique, à un prix beaucoup plus raisonnable. Et Jaffy qui, eux, sont allés sur l'ultra-personnalisation de l'alimentation de nos animaux, avec donc voilà, pour changer un peu, pour que chaque animal ait une bonne alimentation qui soit vraiment adaptée à lui. Pour moi, donc on passe à l'exemple de Merci Andy. Je vous ai donné un exemple. Encore une fois, si vous ne lisez pas bien, vous pouvez aller
sur Instagram. C'est un autre post du début d'année 2021. Juste avant de parler de ce post et comment on raconte les choses, le storytelling, ça veut pas dire, enfin, ça veut dire raconter des histoires, mais surtout bien raconter des histoires et qui sont vraies. Et parce que le mot storytelling, pour moi, il peut avoir mauvaise réputation de dire, bah, on va mettre une vague pour un peu cacher la misère, sans citer personne. Et en fait, faut faire hyper attention à ça. Nous, j'estime qu'on raconte pas forcément tout, parce que on a peur de mal faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait plein de choses. On a beaucoup bossé avec des associations cette année. On fait plein de co-créations, on a des groupes Facebook, on invite beaucoup de gens au bureau, on fait beaucoup de questionnaires. Tout ça, c'est pas encore dit parce que quand on essaye de le dire pour le moment, on le dit pas bien. Ça veut dire que j'ai l'impression quand je fais ça, et je suis désolé s'il y a des gens qui bossent chez L'Oréal, et j'aime beaucoup L'Oréal, mais j'ai l'impression de bosser chez L'Oréal quand je raconte trop ce que je fais et me mettre en avant tout le temps. Donc, tant qu'on n'a pas trouvé le bon ton pour le dire, on préfère ne pas dire. Voilà l'exemple, par exemple, de la co-création. On a un Merci Andy Lab, c'est toute l'équipe produit qui bosse dessus, où ils ont des vraies communautés de personnes qui développent, qui testent, qui donnent des avis en amont des produits. Ça, j'adorerais pouvoir le raconter, mais aujourd'hui, on pourrait le raconter, mais on ne pourrait pas le raconter suffisamment bien sans tomber dans le truc classique d'une marque qui fait de la co-création. Donc ça, c'est le premier point. Après, le deuxième, c'est qu'on adore embarquer les gens très très tôt dans notre aventure, et on n'a pas du tout peur de parler de ce qu'on va faire. Et ça, c'est hyper important dans une marque aussi. Alors, je comprends que Dior veut pas développer ses plans à 3 ans, mais plus on embarque sa communauté tôt dans nos projets et on leur raconte ce qu'on va faire, bah, plus ils sont dictés par la marque, ils ont l'impression d'être concernés, et ils sont concernés. Et c'est un exemple. Donc ça, c'est 3 gros projets qu'on va faire en 2021, et on a écrit une histoire où on raconte et on donne des éléments. Il y en a un, c'est une douche. Il y en a un, c'est sur de l'astrologie. Et il y en a un troisième où je dirais pas, et je vous laisse deviner, mais si vous avez des idées, vous pouvez l'écrire dans le chat box. Et ça, c'est une manière, mais ultra simple, de raconter une histoire, de dire voilà ce qu'on va faire en 2021, devinez, donnez des indices, avec des emojis. Pour faire ce visuel, ça a dû prendre 35 secondes, et il n'y a pas besoin d'être un expert de Photoshop. Donc, voilà. Et c'est des posts, et le mot qui est hyper important dans la slide d'Olivia avant, c'est engageant. C'est que raconter des histoires qui sont diffusées sur votre site, mais auxquelles les gens ne peuvent pas interagir, donner leur avis, s'exprimer. Pour moi, ça sert pas à grand chose. Mais voilà, il faut raconter des histoires à des endroits où il peut y avoir de l'interaction et surtout de l'engagement. Donc voilà, c'est marrant. Je vois à côté les petits trucs, c'est sympa. Ok, super. Allez. Super. Moving on, l'expérience, qui est le 5e pilier, je pense, qui est hyper important pour avoir une marque forte. L'expérience, c'est ce que vous allez faire vivre à vos consommateurs. Et je crois que c'est vraiment aussi un des piliers sur lesquels les DNVB excellent, et c'est pour ça qu'ils se font reconnaître, c'est qu'ils proposent quelque chose de différenciant et de vraiment mieux. Donc il y a une partie après qui est tout à fait contrôlable, donc on va détailler après, mais il y a aussi une partie incontrôlable. Et ça, je pense que cette partie incontrôlable, la meilleure manière d'influer dessus, en fait, c'est d'être super cohérent sur toutes les étapes d'avant. C'est-à-dire que si ce que vous faites, ce que vous dites est cohérent, normalement, il n'y a pas de souci. Vous allez avoir, après, comme le disait Louis, aucune marque n'est parfaite, aucune marque a un 100% partout, mais dans la manière dont vous allez interagir avec vos communautés, si vous êtes proche d'eux et si vous avez une certaine forme d'humilité, de dire, bah voilà, des commentaires, Louis, tu nous diras si c'était arrivé, mais je pense que parfois, il y a des produits très moins, et c'est comme ça, et il faut être à l'écoute des consommateurs. Je pense que l'expérience d'une marque, c'est vraiment mettre le consommateur au centre et de voir comment on peut réenchanter tout son parcours. Alors, merci Andy, c'est très particulièrement parce que c'est même la mission de l'entreprise, mais chaque marque peut aller travailler sur tous les touchpoints, l'expérience. Et ce qui est important de dire, je crois, c'est que nous, beaucoup de clients n'ont pas forcément en tête, c'est qu'effectivement, il y a l'avant-achat et le tunnel d'achat qui doivent être un petit peu réenchantés, retravaillés. Il y a la livraison, ça je pense que vous connaissez bien, mais nous, on aimerait bien insister sur tout ce qui est CRM et SAV, qui sont souvent deux composantes oubliées.
ou en tout cas un peu relégué au deuxième niveau, alors que pour nous, on trouve que c'est fondamental. Une expérience, si justement vous avez un client qui n'est pas satisfait, ou qui a un problème, ou qui a juste envie de vous dire coucou, en fait, il faut qu'il puisse parler à quelqu'un et il faut qu'on puisse être accompagné. Donc concrètement, si on regarde ça donc par rapport au delivery, c'est vrai que les DNVB se sont pas mal distingués là-dessus. Donc ça, c'est un exemple d'épicure qui sont des compléments alimentaires, où on voit que quand vous recevez votre pure épicure, c'est pas juste un pot qui est envoyé dans une enveloppe scrap. Non, vous avez une boîte, des leaflets d'explications, on vous remercie, souvent il y a un mot personnalisé, vous recevez un cadeau en fait. Et cette expérience-là, c'est les DNVB qui ont été les premières à la proposer. Ça peut être aussi une expérience différenciante sur le lieu d'achat, comme l'appartement Cézanne, qui vous reçoit chez vous pour pouvoir acheter votre garde-robe, ou SoShape qui, pareil, va aller travailler toute l'expérience et d'accompagnement de prise de ces repas. Merci Andy. Qu'est-ce que vous faites en expérience? Non, mais il y a plein de choses. Enfin, et là, je parle pas du customer service, mais il faut que ça soit cohérent et être cohérent, ça veut pas dire être parfait. Nous, ce qu'on veut, c'est que effectivement, tu l'as dit Olivia, quand tu reçois un email, quand tu ouvres une box, quand tu vas chez Monoprix et que tu vois un meuble, ou quand tu vas ou tu vas dans un aéroport et que tu vois des produits Merci Andy, on veut qu'il y ait une expérience qui soit potentiellement différente des différents touchpoints. On parle de DNVB, mais nous, on est plus qu'une DNVB parce qu'on fait du retail aussi. Mais on peut faire vivre des expériences différentes en fonction des touchpoints. Avant de vous parler de la slide qui est là, c'est du CRM et du SAV. Pour nous, ça a été une année intense, vous l'imaginez bien. On a ONVB, c'est ça, Clémence. Mais nous, voilà, on a eu des gros pics de commandes, il y a eu des personnes, voilà, une logistique qui a fermé, des Covid, une poste qui a explosé. Donc, on n'était pas suffisamment armé en tant qu'outil. Un exemple, c'est que voilà, on avait les emails ici, le téléphone ici, les Insta et les Twitter ici. Tout ça n'était pas corrélé. On perd tout. Et aujourd'hui, on a la chance, je veux dire, on baigne dans un écosystème qui est assez facile maintenant. Il y a des outils qui sont interconnectés en permanence. Donc, nous, on est en train de mettre des nouveaux outils, justement, où on a une expérience CRM et SAV sans disruption. Ça veut dire, on peut parler n'importe où, n'importe quand à la marque, et où surtout, on a toutes les infos en amont de la personne et qu'on n'est pas obligé de lui demander en permanence c'est quoi son problème, qu'est-ce que tu as commandé, d'où tu viens, où est-ce que tu habites, c'est quoi ton adresse. Et ça, c'est hyper intéressant. Et il n'y avait pas tous ces outils-là au départ. Et les price points d'entrée de ces outils, je ne sais pas si je peux en citer Olivia, mais ils sont hyper intéressants. Il y a Gorgias, il y a Customer, il y a Front, il y a plein de choses où voilà, ça commence à des prix qui sont complètement abordables. Et il ne faut pas hésiter à les mettre très très tôt, plugués à son site e-commerce. Tu as raison, quand on accompagne nos clients en conseil, et même quand ils sont hyper early stage, on leur recommande de plugger le CRM, même quand ils ont encore pas beaucoup de clients et que en fait, ça serait potentiellement gérable à la main. En fait, il faut, je pense que là-dessus, on peut pas être parfait, il faut pas trop le louper, mais je trouve que là-dessus, c'est tellement important de pouvoir répondre à ces consommateurs et comme tu dis, sur tous les canaux, quoi. Donc, faut des outils. Exact. Et voilà. Et ensuite, l'expérience produit, elle est hyper bonne. Nous, quand on veut envoyer une boîte, alors on a des petits paniers moyens, donc sans rentrer dans le détail de notre PNL, on peut pas tout faire. Faut faire des choix en fonction des paniers moyens. On fait pas la même chose. C'est normal parce que on reste un business quand même. Maintenant, on essaye au maximum de surprendre pour fidéliser avec des stickers, des cadeaux, des samples. Mais avant, on traquait pas les samples, on mettait juste des samples comme ça. Maintenant, on peut traquer pour essayer de faire de la relance. Donc, à chaque fois, dans une optique de faire ça, dans l'optique 1, de rendre le client heureux et de lui le rendre heureux quand il ouvre sa boîte, mais aussi derrière d'encore plus le fidéliser. Voilà, c'est un peu ça sur l'expérience. Et il y a un point qui est hyper important, c'est que nous, en fait, on a des clients qui étaient tellement vénères à des moments parce qu'on leur avait livré en retard, parce qu'on s'est trompé dans leurs produits et que sous le sapin, ça allait pas marcher. L'exemple de Noël, il est
ultra dur parce que si tu fais une commande le 17 et que tu l'envoies le 19 et que la poste livre le 24, le 25, bah en fait, tu as loupé le Noël de la tante qui voulait offrir à sa nièce de 18 ans une box Merci Andy. Et en fait, quand on crée en fait, quand on a un bon customer service, un client pas content, il passe de vraiment client néfaste qui va te détruire sur tous tes réseaux à genre le client qui va te mettre une review de dingue. Donc, je dis pas qu'il faut faire exprès d'avoir des mauvais clients et des mauvaises expériences pour les transformer après en clients, mais quand on crée justement, quand on a un service client qui est réactif, qui est généreux, c'est aussi un choix de marque, mais de savoir sur les retours, comment on les traite, sur les erreurs. Je pense qu'il faut être généreux sur ce côté-là. Bah, en fait, on se rend compte que le client, il passe d'un client vraiment pas content à un client super content et c'est hyper important. Là-dessus, il y a même des études de cas, notamment dans l'hôtellerie, où apparemment, il n'y a pas de plus fidèle qu'un client, une fois mécontent, dont on a réglé le problème. Il reviendra toujours au même hôtel si on a réglé, si on l'a accompagné, on a résolu son litige. Et tu vois, Olivia, je prends une question de Mélina qui dit que sur le super unboxing, tu as peur d'avoir des reproches car trop stickers sur emballage. C'est aussi ce qu'on a aujourd'hui. En fait, en 2019, on a tout supprimé pour des raisons de Pâques. Alors, on a eu des problèmes de casse parfois, donc ça posait problème. Et deux, ça fait partie de l'expérience e-commerce aujourd'hui d'avoir des surprises. Donc, du coup, on essaye de trouver des matériaux biosourcés. Nos stickers, c'est du amidon de maïs, par exemple, et ça coûte très cher. Tu vois, les protections qu'on met, le leaflet, c'est évidemment du recyclable et du recyclé, mais ça fait des déchets. Mais c'est vrai que le curseur, il est difficile à mettre entre des clients qui veulent la full expérience et peu importe le nombre de déchets, et les clients qui veulent rien du tout parce que ils veulent pas de déchets chez eux et ils n'ont pas besoin de stickers. Donc, on est en train de développer dans notre petit checkout, ça sera en option, gratuitement. Et ceux qui en veulent pas, ils prennent pas. Et ceux qui en veulent, ils en veulent. Et je pense que c'est je pense que c'est le meilleur compromis que tu peux faire. Ouais, la clé de voûte, c'est encore une fois de s'adapter le plus possible, de prendre les feedbacks et de s'adapter en permanence pour évoluer avec ce que les consommateurs veulent. Et je trouve ça trop bien de pouvoir leur laisser le choix, du coup. Ok, trop chouette. Je pense qu'on va du coup commencer à explorer les questions-réponses. Du coup, on va aller dans vous avez la possibilité d'aller dans l'espace questions. C'est plus facile pour nous de gérer et de voter pour les questions auxquelles vous voulez qu'on réponde, qui ont le plus d'intérêt pour vous. Comme ça, on va pouvoir un peu avancer là-dessus. En tout cas, merci. Oui, j'espère que vous avez tous eu cette bonne vision de ce que c'est une marque forte et comment les DMDB l'exploitent avec des exemples super concrets de Louis. L'idée, nous, en tant que cabinet de conseil et notre positionnement, on est vraiment sur un vecteur de croissance. Donc, c'est considérer la marque comme une croissance, comme un des leviers, de croissance. Et du coup, ça me fait penser juste à quelque chose sur lequel j'avais pas réagi tout à l'heure. Mais c'est vrai que quand on t'avait posé la question, mais en fait, comment tu mesures si ta marque elle est bien, tu t'es dit, moi, je regarde combien j'ai de commandes. Finalement, je trouve que c'est à ça que ça sert une marque. Une marque, c'est que ça soit reconnu, c'est de l'image, et c'est trop chouette, et c'est trop bien. Et moi, je suis fan de marque, donc je prêcherai toujours pour ma paroisse, mais il faut qu'il y ait une réalité business derrière, sinon ça n'a pas de valeur. Ouais, c'est trop sympa, Olivia, et je peux essayer. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter aussi sur LinkedIn à donner des feedbacks. Je suis hyper preneur. On peut essayer de prendre quelques questions, Olivia, si tu veux. Moi, il me reste 10 minutes et après, on peut. Ouais, parfait. Je pense que la première, elle est pour toi, Louis, je te la dicte. Ton levier numéro 1 d'acquisition aujourd'hui. Mon levier numéro 1, c'est marrant parce que quand on pose cette question, on s'attend à se dire c'est Facebook Ad ou c'est YouTube les influenceurs. Mais pour moi, c'est l'authenticité, c'est ce qu'on a réussi à construire et la loyauté. Ça veut dire qu'en fait, on est impressionné à quel point quand on lance un produit, peu importe la catégorie, parce qu'on est dans plusieurs catégories, notre base de clients, elle réachète. Donc, pour moi, mon premier
vecteur aujourd'hui, ce sont mes clients. Et aujourd'hui, je leur parle à la fois sur Instagram et à la fois par email. C'est ça. Je pense que l'email est ultra important. Enfin, même sur les plus jeunes, c'est pas vrai en fait. Ils ont tous des adresses Gmail à 12 ans, faut pas croire. Mais l'email est hyper intéressant. Après, si on veut parler un peu plus acquisition dans le sens paid marketing et acquisition de nouveaux clients, nous, on trade, on regarde ce qui se passe. Donc, on est sur Shopify, on a plugué, je vous conseille de plugger nativement toutes les apps et pas essayer de mettre des pixels à la main, ça ne sert à rien et vous allez perdre du temps. On a Snapchat, TikTok, Facebook. Et on regarde et en fonction de nos objectifs de campagne, on ajuste et on pilote et en fait on trade, c'est du trade en mesurant un peu nos différents canaux. Et là-dessus, ce que je rebondis, c'est que comme on l'a un peu dit tout à l'heure sur toute l'expérience, de la même manière, je pense qu'il faut bien que tout le monde ait en tête tout le tunnel client. Et en fait, je pense que l'acquisition, comme le disait un peu Louis, c'est aussi votre capacité à fidéliser en fait vos clients et de pas racheter à chaque fois les mêmes et sinon ça n'a pas de sens. Et en fait, il y a un moment votre business va être capé par le CAC que vous pouvez mettre. Donc, je trouve que c'est aussi intéressant et je pense que oui, vous le faites chez Merci Andy, de calculer le cycle de vie de vos clients pour aller voir aussi optimiser vos campagnes d'acquisition et assurer le plus de rétention et d'actifs derrière. Yes, exactement. Il y a une question qui a 10 upvotes, c'est beaucoup quand même. 10 upvotes. Non, mais alors, attends, il y en a. Cette question, elle est beaucoup revenue. Vas-y, sur le graphiste, est-ce qu'on a fait votre propre charte graphique seul ou est-ce qu'on a fait appel à des professionnels, des freelances? Ça dépend de ta sensibilité, je pense, Sophia. Moi, j'adore le design, j'aime beaucoup. Je suis pas du tout designer, mais le premier logo de Merci Andy, c'est moi qui l'ai fait sur d'abord PowerPoint, Veredict, et ensuite sur Illustrator. On a monté Merci Andy avec 3 000 €, donc j'avais pas les moyens de prendre une agence et compagnie, mais j'ai eu les moyens de faire mes premiers produits avec sur une étiquette PowerPoint. Ça dépend vraiment de ta sensibilité. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que notre premier CDI, qui était donc en 2015, c'est le premier CDI qu'on a signé, c'était une graphiste. Parce que c'était pas moi, ce que j'aime, c'est faire travailler les gens dans leur zone de génie. Alors, tu peux pas travailler à 100% dans ta zone de génie quand tu es une startup parce que tu peux pas te payer des génies dans tous les domaines. Mais tu vois, moi, c'était pas ma zone de génie. Je perdais du temps. Et en fait, je me suis dit, à partir du moment où on a eu de l'argent pour recruter quelqu'un, c'était le premier job qui me fallait. Et voilà, c'est assez drôle quand même de se dire que le premier CDI qu'on a signé, c'était une graphiste. Il n'y avait pas toutes ces plateformes de freelance il y a 5 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu as les moyens de faire appel à une agence, tu peux le faire? Mais je pense quand même qu'il faut un peu tester par soi-même au départ pour voir justement le market fit et surtout donner des billes aux personnes extérieures qui vont vous aider. Et parce que si tu pars vraiment from scratch, c'est vraiment difficile. Nous, je pense que par rapport aux clients qu'on accompagne, c'est vrai qu'en général, les projets, quand ils sont lancés, c'est souvent en side et vous testez plein de choses de votre côté et vous essayez plein de choses. Et je pense qu'en général, après 9 mois, 1 an d'activité, quand vous allez commencer à tester des choses, quand vous savez un peu plus où vous voulez aller, quand c'est un peu plus clair, je pense que c'est le bon moment de faire appel à des agences pour accompagner votre croissance, peu importe finalement le domaine de compétences dont vous avez besoin. Pour répondre à une question que je trouve particulièrement pertinente de Constance, est-il nécessaire pour la pérennisation d'une DNVB de diversifier ses canaux de vente, e-commerce, physique, etc. Oui, nous on est convaincus, on est experts du modèle DNVB et D2C, mais on est absolument convaincus que le digital c'est une super rampe de lancement. C'est top de se lancer parce que il y a moins de barrières à l'entrée, on peut être plus agile, c'est vraiment chouette pour explorer, avoir du feedback direct de vos consommateurs. Mais dès que vous arrivez à un certain niveau de croissance, il faut aller en retail. Et on y croit tellement qu'on a ouvert un concept store qui est dédié au DMDB à Toulouse, où on accueille d'ailleurs Merci Andy. Donc oui, il faut se diversifier quand vous arrivez à un certain niveau de croissance parce que sinon vous allez caper. Ensuite, question, peut-être oui, et si toi tu dois partir, une question pour toi, comment avez-vous fait pour trouver le nom de la marque? Comment tu as fait?
Comment on a fait là encore beaucoup d'itérations, pas du tout un travail en chambre, mais beaucoup d'itérations. Ça veut dire qu'on a beaucoup testé. Pour la petite anecdote, pendant 1 an et demi, merci Andy, ça s'appelait Handy. Pourquoi? Parce qu'on avait fait une école de commerce, qu'on a pris notre bouquin d'école de commerce et en fait, on nous a dit il faut que ça soit court, facilement prononçable à l'international, que ça soit en lien avec ton produit et je sais plus trop quoi. Enfin, vraiment, c'est dans tous les bouquins de marketing d'école, il y a ça et dans le Mercator, il y a ça aussi. Donc, on avait appelé MD parce que il y avait la main dedans, il y a hand, ça veut dire pratique, ça se prononce à l'international. Et en fait, on a changé de nom et je les remercie. Alors, on avait vendu 300 produits, donc on s'en foutait un peu et on n'avait pas de stock. Mais on a changé parce que, et ça c'est une anecdote quand même qui vraiment, ça c'est les poubelles quoi, mais c'est Andy Bag, les sacs poubelles quand même, qui nous ont mis une lettre d'avocat en disant que on était sur la catégorie hygiène avec Andy, que ça pouvait porter à confusion et tout. Et en fait, j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que Andy ça voulait aussi dire téléphone portable en allemand, donc on s'est dit on va changer. Et pourquoi merci? Il est arrivé hyper, enfin, il est arrivé d'une manière suite à ce courrier. En fait, on voulait rajouter un peu de gratitude dans le produit, justement. J'aime déjà, c'est un mot que j'adore, moi. Merci. Il y a merci et amour, c'est deux mots que j'aime beaucoup, qui est français, mais qui résonne beaucoup à l'international aussi. Et voilà. Et la gratitude, c'est quand même quelque chose de très, très fort. Et si on peut, à travers un simple, on va dire, produit, à justement changer l'ordinaire en extraordinaire, bah, le mot merci, il a tout son sens. Et voilà. Et je trouve que ça marche plutôt bien aujourd'hui. Et surtout, on a réussi à le déposer dans le monde entier. Et ça, c'est cool. J'imagine. Est-ce qu'on aurait un conseil pour les jeunes entrepreneurs qui se lancent en 2021 au niveau Yes. de la marque? Au niveau de la marque, pour moi, c'est, enfin, s'il y a un mot, un seul mot à retenir, pour moi, c'est cohérence. Il faut que ce soit cohérent. Faites ce que vous voulez, mais soyez cohérent. Et du coup, cohérence, ça veut dire si on est sur une marque authentique, bah, on y va à fond. Si on est sur une marque humaine, on y va à fond. C'est un très beau mot, Olivia. Moi, en tant que Covid et comme l'a dit notre cher président en temps de guerre, il faut être cohérent, c'est une évidence, mais je pense qu'il faut être un petit peu résilient aussi. Enfin, nous, on a été très résilients cette année. Ça veut dire qu'on n'a rien lâché, il faut se battre et il y a des opportunités énormes en fait. Quand il se passe quelque chose dans le monde comme ça de cette ampleur, il y a des opportunités énormes et il y en a qui l'ont bien compris. Mais voilà, donc il faut être évidemment cohérent et aussi très résilient. Voilà, si vous ne le sentez pas sur ce canal-là, essayez un autre canal. Vraiment, testez beaucoup de choses parce qu'il y a énormément d'opportunités en ce moment. Ouais, ça c'est une logique effectivement très entrepreneur d'entreprise en général. Écoutez, je pense qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions. On a déjà soufflé l'oreillette, on a déjà bien débordé sur le temps. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Vous étiez 300 et c'est trop chouette d'avoir pu vous présenter tout ça. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks. Normalement, voilà, vous avez mon adresse mail et mon LinkedIn. Je pense que tout le monde a le LinkedIn de Louis en commentaire. Sinon, n'hésitez pas à nous le demander, on vous le communiquera. On est encore une fois très preneur de feedback et on vous enverra la présentation en replay avec un petit zoom sur les valeurs de Merci Andy pour que tout le monde puisse les avoir. En tout cas, Louis, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. On est trop contents d'avoir organisé ce webinaire avec toi. C'est chouette et à refaire. Profitons bien de l'air frais avant 18h, avant la suite. Donc, merci à tous. C'était trop cool. Exact. Salut. Bye bye, salut à tous.